Alors, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous donner quelques pistes pour analyser les statistiques de vos campagnes et surtout pour ne pas tomber dans quelques pièges. Je vais vous donner quelques points clés qui vont vous permettre de vous y retrouver et vous donner quelques pistes pour optimiser vos statistiques, enfin optimiser vos campagnes grâce aux statistiques. Donc, je vais vous expliquer comment les analyser et puis vous donner quelques petits exemples. Après, on essayera, lors des questions-réponses, de vous donner quelques solutions concrètes quand vous faites de la prospection, quand vous faites de la fidélisation. Alors, avant de commencer, on va récapituler les différents types de campagnes pour que ce soit bien clair pour tout le monde, surtout pour ceux qui n'en font pas encore. Et à chaque fois, on fera la distinction entre les campagnes B2B et les campagnes B2C. Donc, je rappelle, B2B, c'est de la vente vers les entreprises. B2C, c'est de la vente vers les particuliers. Alors, en email marketing, on fait toujours la distinction parce qu'on ne s'adresse pas de la même façon aux gens et surtout parce que la législation n'est pas du tout la même en termes de prospection. Donc, tout d'abord, il y a les campagnes de prospection. Donc, le but, c'est tout simplement de vendre, de proposer des produits ou des services de la société et de détecter des clients potentiels. Le but, ça peut être de vendre directement ou alors de générer ce qu'on appelle un lead, c'est-à-dire un contact qui va être rappelé par un commercial, qui va générer une opportunité, une affaire. Ensuite, il y a les campagnes de fidélisation ou de satisfaction. Donc, ça permet de garder le contact avec vos clients, avec vos prospects, de faire connaître vos nouveaux produits et surtout de connaître leurs attentes ou leurs problèmes. Ça permet de nouer le contact et de créer un lien avec vos clients ou vos prospects. Les campagnes d'invitation, donc ça, c'est une catégorie à part qui sont destinées à organiser un événement qui est par exemple un petit déjeuner de prospection ou un événement institutionnel que vous faites une fois par an ou plus souvent. Et enfin, les campagnes d'information. Donc ça, c'est un peu tout le reste. C'est ce qu'on appelle également corporate. En gros, ça va vous permettre d'annoncer les actualités de votre société ou d'annoncer des changements dans votre organisme ou dans votre entreprise. Donc, lors de la préparation d'une campagne, si je vous ai récapitulé les différents types de campagnes, c'est parce que lorsqu'on prépare une campagne, il faut bien définir dans quel cas on se trouve et se demander quel est l'objectif de la campagne. Il ne faut jamais envoyer une campagne si on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va en attendre et quel va être l'objectif, quel va être le but de cette campagne. Donc, le but pour certaines campagnes, c'est très simple. Pour une campagne de prospection, c'est générer des clients. Donc, il va falloir se demander si l'offre est claire, si elle est adaptée à la cible, si le destinataire sait exactement quoi faire, s'il est intéressé. Je pense que vous avez tous reçu, comme moi, des emails de sociétés qui présentent leur activité et qui ne demandent rien. C'est-à-dire que je lis le message et je ne sais pas ce que je dois faire avec, j'ai pas d'appel à l'action. On ne me demande absolument rien du tout. Dans ces cas-là, quand on regarde les retours, en général, c'est un échec. Les campagnes d'invitation, donc ça c'est très clair, c'est des messages courts qui permettent d'indiquer la date, le lieu, le programme éventuellement de l'événement. Donc c'est ce que vous avez reçu pour ce webinaire. Et le terme, enfin la fin du message, c'est l'appel à l'action, ça va être l'inscription. Le but, c'est que les gens s'inscrivent à un événement. Ça peut être un bouton, ça peut être également un lien dans le corps du message. Les liens marchent très bien. Ça permet de les contextualiser et de faire un petit peu moins commercial. Les campagnes d'information, bon, je reviens pas dessus parce que je pense que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à me poser en cours de route. Je regarde ce que vous écrivez dans le chat, donc je peux très bien adapter en fonction de vos questions. Donc, à quoi servent les statistiques? Lorsque vous envoyez une campagne dans une plateforme emailing, pour ceux qui utilisent la nôtre, vous avez une page de statistiques qui est accessible directement après l'envoi de la campagne. En général, c'est le cas sur toutes les plateformes email marketing. Vous avez des statistiques qui vont être très utiles pour améliorer vos campagnes. Alors, à quoi elles peuvent servir? Elles peuvent servir à anticiper les prochaines campagnes, tout simplement en détectant les objets, les sujets, les thématiques qui intéressent le plus les internautes. Le taux de clic va vous permettre de savoir quelles sont les attentes de vos destinataires, sur quel lien ils ont cliqué. Ça va vous donner l'information de la thématique ou du produit par lequel ils sont intéressés. Ça va vous permettre de tester plusieurs objets. Vous pouvez très bien décomposer une campagne en plusieurs envois et changer l'objet ou changer quelque chose dans la campagne. Ça va vous permettre de savoir quels sont les objets qui marchent le mieux pour vos prochaines campagnes. Un petit aparté sur l'objet. L'objet, c'est quelque chose
qui va faire en sorte que les gens ouvrent ou pas votre message. Les gens, en général, quand ils reçoivent un message, ils sont très sollicités. Ils vont mettre 3 secondes pour décider s'ils vont ouvrir ou pas votre message. Donc, ça peut être très intéressant de faire des tests sur l'objet pour savoir lesquels marchent mieux. On peut avoir des changements de 10-15%. C'est vraiment pas rare au niveau du taux d'ouverture quand on fait des modifications sur l'objet. Une fois que le message est ouvert, donc on a d'autres statistiques qui permettent d'améliorer le fond et la forme du message. Donc, c'est le taux de clic, c'est le taux de réactivité. On y reviendra tout à l'heure. Les statistiques, ça va vous permettre également de segmenter votre base de données. Donc, segmenter une base de données, ça peut être une bonne piste d'amélioration. Vous pouvez très bien essayer de segmenter votre base de données en fonction de différents critères pour essayer d'améliorer votre taux d'ouverture ou votre taux de réactivité. La segmentation, ça peut être des messages différents ou réduire l'envoi d'une campagne suivant des critères. Ça peut être en B2C l'âge, en B2B ça peut être la situation géographique ou l'activité. Et souvent, c'est très intéressant de travailler par niche et d'essayer d'adapter au mieux son message ou son objet pour une activité donnée. Ça va améliorer l'impact de la campagne, ça va vous permettre d'améliorer les retours. Enfin, les statistiques peuvent vous permettre de mesurer la réactivité de votre base, la qualité de votre base. Donc, il y a des indicateurs qui vont vous permettre de savoir s'il y a un problème dans votre fichier, s'il y a un problème dans votre mode de collecte. Donc, il y a un indicateur très simple, c'est la géographie, la géographie d'ouverture, ça veut dire la géolocalisation des internautes qui ont ouvert les messages. On a sur les statistiques en général une carte du monde avec les pays dans lesquels les ouvreurs se trouvent. C'est un indicateur très simple. Si vous avez une base qui est sur la France et que vous avez des ouvreurs un peu partout dans le monde en quantité non négligeable, c'est que vous avez un problème dans votre collecte ou dans votre fichier. Également le taux de NPAI, donc ça c'est les mauvaises adresses. Ça peut vous donner un indicateur de la fraîcheur de votre base, savoir si votre base a été bien collectée ou pas. Il y a un autre indicateur, il y a le taux des inscriptions qui est très intéressant, on va en parler un petit peu plus loin. Donc voilà, les statistiques généralement peuvent vous donner beaucoup d'indicateurs sur le ciblage quand vous faites de la prospection, sur votre message, sur l'objet, et également sur, quand vous faites du e-commerce, la gestion de vos stocks. Vous pouvez savoir sur quels produits les gens vont cliquer, par quels produits les gens sont le plus intéressés. Ça vous donne des pistes d'optimisation. Il y a une autre idée également, vous pouvez créer un formulaire pour demander aux gens des informations. Vous pouvez très bien rajouter un petit formulaire, un lien vers un formulaire dans vos envois pour poser des questions aux gens. C'est quelque chose qui marche très bien. Donc, bien entendu, tous ne vont pas répondre, mais ça peut vous donner des informations très utiles sur la fréquence de vos envois, par exemple, ou sur la thématique de vos envois. Donc, on va parler plus précisément maintenant du taux d'ouverture. Donc, le taux d'ouverture, il y en a deux. Il y a le taux d'ouverture unique et le taux d'ouverture cumulé. Je ne sais pas si vous voyez très bien les images. Donc, c'est une illustration qui est tirée de notre plateforme. Elle montre les deux taux. Le taux d'ouverture unique, ça compte un destinataire une seule fois. Et ça permet de mesurer précisément le nombre d'internautes, le nombre de destinataires qui ont interagi avec la campagne. Et le taux d'ouverture cumulé, il est plus élevé et il permet de compter à chaque fois qu'il y a eu un événement, même si c'est la même personne. Ça donne une indication plus réaliste de la diffusion réelle de votre message. En effet, s'il y a eu des transferts, c'est ce taux d'ouverture cumulé qui va réagir. Si la personne a ouvert à partir de plusieurs terminaux, par exemple son mobile, sa tablette, son ordinateur, c'est ce taux cumulé qui va réagir. Donc ça vous donne une indication réelle de ce qui s'est passé. Et souvent, il faut analyser les deux. Donc, taux d'ouverture unique pour savoir quelle est la part de votre base qui a interagi avec votre message et le taux d'ouverture cumulé pour comparer les campagnes entre elles et voir s'il y a eu une grosse diffusion de votre message. En général, quand on parle de métrique marché, on parle du taux d'ouverture cumulé parce que c'est celui que les routeurs mettent en avant en premier. Je vous donne un petit exemple là sur ce taux d'ouverture. Si on a 100 clients, par exemple 100 destinataires dans sa campagne, disons qu'il y en a 50 qui vont ouvrir le message, le taux d'ouverture unique sera de 50%. Par contre, le taux d'ouverture cumulé pourrait être largement supérieur, il pourrait être plus élevé si les gens transfèrent, si les gens ouvrent.
Un petit aparté au niveau technique, ce taux d'ouverture ne peut être calculé que sur des mails au format HTML. Donc l'ouverture, elle est détectée à partir d'un petit pixel de tracking qui est dans le message, c'est une petite image invisible, et l'ouverture ne va être détectée que quand les gens vont télécharger cette image. Donc ça peut être un piège. Si vous envoyez un message au format principalement texte, vous allez avoir un taux de déperdition, enfin une déperdition dans la détection des ouvertures. Je vais vous donner quelques fourchettes. Donc, en général, on va dire qu'une campagne est réussie en prospection quand le taux d'ouverture cumulé va dépasser les 10%. Ça peut être un petit peu plus en B2C, ça peut être 15-20% en B2C si le fichier est bien qualifié. Et en fidélisation, on va viser en général 30%. 30% en fidélisation, c'est une fourchette qui est bonne. Ça peut monter, bien entendu, largement au-delà. Par contre, ne vous attendez pas en taux d'ouverture à des 80-90%. Ça n'existe pas, tout simplement parce qu'il y a un taux de déperdition d'une part au niveau technique et d'autre part parce que les gens n'ouvrent pas tous les messages, même les messages qu'ils reçoivent d'entreprises chez lesquelles ils sont clients. Quand vous êtes en dehors de ces fourchettes, si vous êtes par exemple en dessous de 5% en prospection ou en dessous de 20% en fidélisation, ça peut vous permettre d'identifier quelques problèmes. Ça peut être un problème de délivrabilité. Donc, est-ce que le message est arrivé en boîte de réception ou pas? Ça peut vous inciter à tester d'autres objets. Est-ce que votre objet est bon? Est-ce qu'il est incitatif? Est-ce qu'il va pousser les gens à ouvrir le message? Est-ce que la pression commerciale n'est pas trop élevée? La pression commerciale, c'est le nombre de messages que vous envoyez par semaine ou par mois à vos clients. Si vous envoyez plus d'un message par semaine, souvent, vous allez avoir des taux qui vont baisser. Donc, dans ce cas-là, il faut demander aux gens si c'est une bonne pression commerciale et éventuellement étaler ou segmenter votre base pour envoyer le moins possible de messages à vos clients, mais les plus pertinents possibles. Une bonne pression commerciale, c'est entre 1 et 2 ou 3 messages par mois. Ça vous permet de garder le contact. Moins d'un message par mois, les gens ne se souviennent plus de s'être inscrits. Et plus d'un message par semaine, il faut vraiment avoir une bonne raison pour envoyer ces messages. Enfin, dernière chose, ne regardez pas vos statistiques moins de 48 heures après avoir envoyé, ou moins de 24 heures, parce que elles mettent du temps à monter. Souvent, les gens n'ouvrent pas le jour même, ils mettent quelques jours à ouvrir un message. Ensuite, le deuxième taux le plus important, c'est les mails aboutis. Donc, les mails aboutis, c'est les mails qui sont réellement arrivés chez vos destinataires. Alors, c'est pas le nombre de messages qui arrivent en boîte de réception, ça c'est indétectable. Aucun routeur peut vous donner vraiment une indication précise là-dessus, c'est uniquement des interprétations. Le taux d'abouti, c'est le nombre de messages qui ont été acceptés par les clients messagerie de vos destinataires. Donc, c'est les messages qui sont arrivés en spam ou en boîte de réception, qui n'ont pas été refusés parce que l'adresse n'est plus bonne, qui n'ont pas été refusés par les filtres anti-spam, sachant qu'un message peut être refusé par un filtre anti-spam si il dépasse une certaine note, un certain score qui va faire que le message va être refusé et retourné à l'envoyeur. Quand un internaute va classer lui-même un message en spam, ça n'apparaît pas dans les aboutis. C'est quelque chose qui est indétectable. C'est quelque chose qui va se mesurer après dans le taux d'ouverture. Une campagne qui va passer majoritairement en spam, c'est une campagne qui aura un taux d'ouverture qui va être beaucoup plus mauvais que d'habitude. Pour éviter de vous retrouver dans cette situation, donc pour améliorer pour éviter que les gens signalent vos messages en spam, il faut toujours que les gens sachent pourquoi vous envoyez le message. Mettez un expéditeur qui est clair, idéalement qu'ils connaissent. Mettez en haut ou en bas du message pourquoi ils reçoivent ce mail. Par exemple, vous recevez ce mail parce que vous êtes inscrit à tel programme, à telle liste, à tel site. C'est quelque chose qui permet de prouver que vous envoyez un mail légitime et qui va inciter les gens à ne pas signaler votre message comme un spam. N'hésitez pas à poser des questions ou me dire si je vais trop vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le taux de désabonnement, c'est un indicateur qui est important sur la qualité de votre campagne. Ça vous montre deux choses. Est-ce que l'offre est adaptée à votre cible? Si vous êtes hors cible, si la proposition n'intéresse pas les gens à qui vous l'envoyez, si c'est pas dans leur centre d'intérêt, vous allez avoir un taux de désinscription qui est beaucoup plus élevé. L'autre indicateur, c'est la méthode de collecte. Si les mails sont collectés de manière non sollicitée, vous allez avoir un taux de désinscription qui va être plus important que la moyenne.
Alors, au niveau de la sollicitation, enfin de l'autorisation des internautes à utiliser votre email, en B2C, c'est quelque chose qui est primordial. Vous ne pouvez pas envoyer un mail à un particulier sans avoir son accord préalable. En B2B, à partir du moment où vous envoyez un mail qui est dans sa thématique, qui est en rapport avec son activité, vous avez le droit d'envoyer un mail sans avoir son autorisation au préalable. En rapport avec son activité, ça veut dire c'est quelque chose qui est dans sa thématique. Un exemple que j'utilise souvent, si vous envoyez un mail commercial à un dentiste, par exemple, vous pouvez lui proposer du matériel médical, un logiciel de compta, par exemple, mais vous ne pouvez pas lui proposer un voyage sous prétexte qu'il a peut-être les moyens de se l'offrir. Donc, le taux de désinscription, ça vous donne une indication sur la qualité de votre campagne. Pour vous donner une fourchette, il y en a deux, en fait. Si votre taux de désinscription est supérieur à 1%, vous avez un problème de collecte. C'est-à-dire que vous allez avoir une base qui va fondre assez rapidement. L'autre indicateur, si vous avez plus de désinscrits que de cliqueurs, ça veut dire que là, vous faites fondre votre fichier. Ça veut dire que la réactivité, le nombre de clics est moins bon que le nombre de gens qui se sortent de la liste. Donc, dans ce cas-là, il va falloir travailler soit sur le message, soit sur la segmentation pour essayer de cibler les bonnes personnes. Le taux de clic, donc comme pour le taux d'ouverture, il y a un taux de clic unique et il y a un taux de clic cumulé. Le taux de clic unique, c'est une personne qui a cliqué sur le message et compté une seule fois, même s'il a cliqué sur plusieurs liens. Le taux de clic cumulé, c'est non dédoublonné, c'est-à-dire qu'une personne qui va cliquer sur plusieurs liens va être comptée plusieurs fois. Le taux de clic indique si le message a été pertinent. C'est un indicateur qui va refléter vraiment quel est le résultat de votre campagne. Voilà, c'est pas lié directement à la transformation, j'en parlerai juste après. Mais en gros, le but d'une campagne emailing, en général, c'est que les gens cliquent sur l'appel à l'action pour s'inscrire, pour générer un lead, pour aller voir un site e-commerce. Donc, le but d'une campagne, c'est toujours qu'une personne clique, la plupart du temps en tout cas. Donc, je vais pas revenir dessus, mais pour améliorer ce taux de clic, c'est comme pour le taux d'ouverture, la segmentation peut marcher. Donc, un bon ciblage de vos messages est très important. Il y a des techniques qui permettent d'améliorer le taux de clic. Par exemple, une vidéo, c'est quelque chose qui incite les gens à cliquer en mettant un faux lecteur avec un bouton play. C'est quelque chose qui marche très bien pour générer des clics. Alors attention, pour pas décevoir l'internaute, il faut que la vidéo soit pertinente. Et ensuite, inciter à l'action. Donc, remplir un formulaire, acheter. Les boutons de partage sociaux marchent assez bien également. Ça permet de diffuser votre message sur d'autres canaux. La forme du message est importante aussi pour le taux de clic. Donc maintenant, on est sur des messages responsives. Ça veut dire que le message s'adapte parfaitement sur tablette ou sur mobile et sur ordinateur, bien entendu. On a des statistiques là-dessus. À peu près 30% des gens ouvrent les messages sur tablette ou sur mobile. Donc c'est important qu'ils le fassent dans de bonnes conditions. Donc, vérifiez que votre plateforme emailing vous permette de créer un message responsive facilement. Donc, en général, avec un petit éditeur. Donc, ça, vous pourrez tester si vous voulez tester notre plateforme. Vous pourrez tester l'éditeur responsive et voir que ça peut être très facile à mettre en place si vous n'en faites pas déjà. Enfin, le taux de réactivité. Donc, le taux de réactivité, c'est le rapport entre les clics et les ouvertures. Donc, c'est un taux qui est très important. C'est un taux qui ne dépend pas de la délivrabilité. Ça ne dépend que de votre message. Un petit exemple, si j'envoie 100 mails, que j'ai 30 ouvreurs, 3 cliqueurs, donc je vais avoir 30% d'ouverture, je vais avoir 3% de clics, mais je vais avoir un taux de réactivité de 10%. Donc, c'est la seule mesure qui indique vraiment la performance de votre message. Ça indique la réactivité. Ça veut dire que on ne considère que les gens qui ont ouvert le message et on regarde combien sur ces gens-là ont cliqué dans le message. Donc, ça vous montre l'adéquation entre la cible et le contenu du mail. Ça vous montre si les gens ont été intéressés par le message une fois qu'ils l'ont ouvert. Ça vous montre l'adéquation entre l'objet et le contenu. Si vous avez un objet qui est à l'extrême mensonger et que les gens ne trouvent pas du tout ce qu'ils attendent dans le message, vous allez avoir un taux de réactivité qui est très faible. Mensonger, un objet, ça peut être, on voit pas mal d'objets en prospection, demande d'entretien, demande de devis ou encore pire, réponse à votre demande d'information. Donc ça, effectivement, c'est des objets qui font ouvrir beaucoup, mais qui donnent des taux de réactivité catastrophiques.
Donc là encore, pour améliorer le taux de réactivité, il faut tester, il faut faire des tests dans votre message, changer un petit peu les appels à l'action et essayer d'être le plus pertinent possible. Enfin, je vais vous parler du taux de conversion. Donc c'est le dernier taux. Ça apparaît pas dans les statistiques d'une campagne. Ça, il faut avoir un outil qui permette de le mesurer ou alors le calculer soi-même. Donc le taux de conversion, c'est le nombre de fois où l'objectif de votre campagne a été atteint. C'est un taux qui peut être subjectif quand c'est quand c'est pas mesurable, mais sinon ça peut être mesuré assez facilement. Ça peut être le nombre de leads, de contacts générés pour une campagne de prospection par rapport au nombre d'envois ou au nombre de cliqueurs. Ça peut être le nombre d'inscriptions à un petit déjeuner ou à un événement. Ça peut être le nombre d'inscriptions à un site. Ça peut être le nombre de ventes pour un site e-commerce. Donc, ce taux de conversion, ça va vous permettre de calculer combien il faut envoyer d'emails ou combien il faut avoir d'aboutis pour avoir une conversion. Si vous avez un taux de conversion qui est stable, vous allez pouvoir extrapoler, surtout en prospection, et savoir un petit peu combien de mails il va falloir envoyer ou combien de mails il va falloir collecter pour réaliser vos objectifs. Donc le taux de transformation, pour l'améliorer, donc bien entendu, il y a la base et puis le volume d'internautes que vous contactez. Il y a l'ergonomie générale du message. Donc ça, c'est la forme du message. Un message qui est moderne, qui est sobre, qui est en adéquation avec votre activité transformera plus. Ça va rassurer le lecteur également. Ça va être bien pour votre notoriété. Donc après, ça comprend tout, hein, l'ergonomie générale et la forme, c'est l'absence de faute d'orthographe, c'est des images qui sont de bonne qualité, c'est un numéro de téléphone et une entreprise qui est bien identifiable dans l'expéditeur. Ça va être vos coordonnées en bas du message, ça peut être les mentions légales, la déclaration CNIL, ou les mentions légales RGPD. Dans le cas d'un e-commerce, ça peut être également les informations sur les moyens de paiement, sur la sécurisation, des logos de tiers confiance si vous êtes à la FEVAD par exemple, ou que vous utilisez Fianet. Vous pouvez également mettre un lien vers une page à propos de nous, si vous n'êtes pas très connu, avec des informations sur votre entreprise, avec tout ce qui va pouvoir rappeler au client qui il a en face et ce qui va pouvoir le rassurer. Donc, c'est quelque chose qui va rassurer vos acheteurs, qui va rassurer vos prospects. En e-commerce, mettez vos conditions générales de vente également. Donc voilà, pour le taux de conversion. Sinon, pour finir, j'espère que ça vous a plu. Je vais rester quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, une présentation rapide de la société Ediware. Donc, je l'ai fait au début. On est routeur email marketing. On propose une plateforme pour mettre en place vos campagnes et analyser, récupérer des statistiques qui sont pertinentes. Je vais vous mettre un lien vers une page de test. Voilà, en suivant ce lien, vous pouvez tester la plateforme, envoyer des campagnes totalement gratuitement et voir comment on fonctionne au niveau du taux d'ouverture, au niveau des statistiques, au niveau de la création de messages responsives, au niveau du marketing automation également. Et vous pouvez également me contacter directement si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce qui est formation. On fait des formations en présentiel ou en e-learning à distance pour vous aider à améliorer vos campagnes emailing, générer des leads, prospecter en email marketing, en B2C, mais également en B2B. En B2B, il y a des moyens qui sont légaux, qui sont très peu onéreux pour collecter des adresses, collecter des prospects, communiquer vers ces prospects et générer des contacts qualifiés pour vos commerciaux. Donc, je vais aller voir le chat pour voir s'il y a des questions. N'hésitez pas. Donc, il y a un email là et un numéro de téléphone. Et sinon, vous devez avoir le lien pour tester la plateforme. Alors, si vous le souhaitez, pour ceux qui sont arrivés tardivement, je vois qu'il y en a qui sont arrivés assez tardivement, un replay est disponible, va être disponible sur la plateforme de webinar. Et sinon, on peut vous envoyer le document en PDF si vous souhaitez le relire. Combien de temps dure le lien? Alors, le lien de test, c'est une version de démo qui dure 12 jours par défaut,
où vous pouvez vraiment envoyer des mails. Vous pouvez envoyer ce mail, ce lien à n'importe qui. Effectivement, c'est un formulaire d'inscription, donc c'est pas lié à une personne. Et sinon, moi, si vous avez besoin qu'on vous fasse une démo, un partage d'écran, ou qu'on vous aide un peu à la prise en main de la plateforme, n'hésitez pas. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Ça dure une petite vingtaine de minutes. Un collègue peut vous montrer comment on met en place une campagne emailing et comment on bénéficie de tous les modules pour avoir la meilleure transformation possible. Au niveau du RGPD, donc l'impact pour l'emailing, alors il y a une différence entre B2B et B2C, sachant que le RGPD ne change pas grand-chose au niveau de la collecte, il change quelque chose au niveau des registres. Donc ça veut dire que vous avez des obligations en termes de tenue de registre. Vous devez, pour chaque traitement de données personnelles dans votre entreprise, avoir un registre qui indique la finalité du traitement et qui en est responsable. Par contre, au niveau de l'emailing en soi, ça ne change pas grand-chose. Ça veut dire que en B2C, si vous avez collecté vos emails de façon légitime, il n'y a aucun problème, vous pouvez continuer à les exploiter. Vous devez simplement tenir un registre sur la finalité du traitement. En B2, au niveau prospection, donc vous n'avez pas le droit de contacter un particulier sans son consentement, mais le RGPD n'a rien changé là-dessus. C'était déjà interdit avant. Bon, après, il y en a qui le font, mais le RGPD, en tout cas, n'a rien changé là-dessus. En B2B, le RGPD ne change rien non plus. Vous avez toujours le droit, c'est marqué en noir sur blanc sur le site de la CNIL, vous avez toujours le droit de contacter un professionnel sans son consentement dans le cadre de son activité, à condition qu'il ait un droit d'accès aux données personnelles que vous détenez sur lui. Donc ça, c'est une petite modification. Donc ça peut être un simple mail pour demander, pour qu'il puisse vous demander quelles informations vous détenez sur lui. Et il doit avoir bien entendu un lien de désinscription pour ne plus recevoir vos messages. Donc en gros, le RGPD sur l'email marketing en soi n'a pas changé grand-chose. Ce qui pourra changer quelque chose par la suite, c'est la loi e-privacy qui va arriver peut-être en 2019 ou en 2020. Mais en tout cas, le RGPD, il n'y a pas de gros changements. Je dis pas qu'il faut rien faire, hein. Il y a toute une démarche administrative à avoir, documentaire sur les registres. Mais en soi, si vous travaillez, si vous aviez l'habitude déjà de bien travailler sur la collecte, ça ne change pas grand-chose. Si je vois qu'il y a d'autres questions. Sandra, au niveau du compte de démo, alors le lien que je vous ai donné, c'est à partir de l'inscription. Si vous avez besoin d'un compte de démo un peu plus long, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vais vous écrire mon mail. Et je vous donnerai un de démo qui sera plus expirable. Enfin, qui sera pas expirable dans le temps. Ok, donc je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vois que le RGPD intéresse pas mal les gens. C'est vrai que c'était un gros sujet ces derniers mois. N'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Enfin, en tout cas, sur la partie email marketing, on peut vous accompagner. Sur la partie générale sur l'entreprise, nous, on passe par un cabinet spécialisé, donc qui nous a édité, qui permet d'être conforme au RGPD. C'est voilà, c'est quelque chose qui peut permettre d'aller plus vite sur la mise en place. Ok, donc je vois qu'il n'y a plus de messages. Ben, je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me contacter par mail après hein, si vous avez d'autres questions. Ah, je vois qu'il y en a une. Peut-on vérifier la délivrabilité par rapport au nom de domaine Alors spécifiquement sur notre plateforme, oui, on peut. Ça veut dire sur une campagne, on a les statistiques générales. On peut également voir les statistiques par domaine. Donc voir par exemple sur Orange, sur Hotmail, quel est le taux d'ouverture, quel est le taux le taux de clic, le taux de désinscription, le taux de ce qu'on appelle NPI soft, c'est les messages refusés. Alors par domaine, ce qu'on appelle par MX, les MX, c'est un petit terme technique qui est très utile en B2B. En B2B, le nom de domaine n'a que peu d'intérêt parce que tous les gens, enfin la plupart des entreprises ont un nom de domaine en .com, enfin au nom de leur entreprise. Ce qui va compter, c'est la délivrabilité par MX. Ça veut dire chez qui ils sont.
Outlook 365, Gmail. Voilà, il y a plusieurs éditeurs de messagerie. Et ce qui va compter, c'est le taux de délivrabilité par MX. Le taux de délivrabilité pour les gens qui sont sur Gmail, qui sont sur Outlook 365, ça, c'est un indicateur qui est super important parce que ça permet de détecter les problèmes de délivrabilité tout simplement. Sachant que nous, donc, on a un service de délivrabilité qui analyse vos campagnes et qui effectue des actions en cas de problème. Quand vous êtes blacklisté, par exemple, chez Outlook 365, le service délivrabilité effectue les démarches pour vous délister en tâche de fond. Voilà, pareil sur Hotmail, pareil sur Gmail. Sur Orange, c'est un petit peu compliqué parce que c'est plus une relation manuelle avec Orange. Ça veut dire qu'on va leur demander par mail ou par téléphone ce qui s'est passé sur la campagne et délister vos IP. On travaille uniquement en IP dédié, ça veut dire qu'on donne des IP spécifiques pour un client qui va lui-même faire la réputation de ses adresses email. Ça vous permet de ne pas être pénalisé par d'autres clients. Il y a un autre indicateur de délivrabilité. Si vous avez un routeur qui est chez Signal Spam, c'est un organisme anti-spam qui permet aux routeurs adhérents d'avoir les taux de plainte par IP pour les principaux FAI français. Donc Orange, Free, La Poste, SFR. Ça donne un bon indicateur sur les signalements comme spam de vos campagnes. Donc on peut en désinscrire une partie pour ceux qui sont nominatifs, pour ceux qui ne le sont pas. Ça donne une information sur comment s'est passée la campagne et est-ce qu'il faut réduire le volume ou est-ce qu'au contraire on peut augmenter. Donc c'est très important pour la prospection. Sachant que pour la prospection B2B, donc c'est tout à fait légal d'envoyer sans le consentement des gens. Par contre, les FAI sont quand même susceptibles de pénaliser la délivrabilité s'il y a trop de signalements comme spam. Donc voilà, je pense que c'est bon. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et puis je vous dis à bientôt.